L'État comme instrument de domination d'une classe. Citation. Comme l'État est né du besoin de réfréner les oppositions de classe, mais comme il est né en même temps au milieu du conflit de ces classes, il est, dans la règle, l'État de la classe la plus puissante. Engels, L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État, 1884. Pour Engels et les marxistes, l'État n'est pas une forme éternelle. Ce n'est qu'une construction historique parmi d'autres possibles. Pour eux, les formes politiques et juridiques, la superstructure, ne sont que l'émanation d'un certain rapport de force économique, l'infrastructure. L'État n'est donc que la forme moderne de la domination politique de ceux qui détiennent les moyens de production. L'État est essentiellement un instrument d'oppression des capitalistes sur les prolétaires. Cette oppression ne se manifeste pas seulement sous la forme de contraintes effectives, répression des pauvres par la police. Elle prend aussi la forme de l'aliénation, c'est-à-dire que les classes opprimées s'y soumettent volontairement, parce qu'elles croient y voir une fatalité, voire parce qu'elles y trouvent un certain avantage. La religion joue ici un rôle important, comme opium du peuple, en faisant adhérer le peuple aux valeurs du système qui l'exploite, et le prive d'un bonheur ici-bas en lui promettant le bonheur dans l'au-delà. Texte de Engels. L'État n'existe donc pas de toute éternité. Il y a eu des sociétés qui se sont tirées d'affaire sans lui. Il n'avait aucune idée de l'État et du pouvoir d'État. À un certain stade de développement économique, il était nécessairement lié à la division de la société en classes. Cette division fit de l'État une nécessité. Nous nous rapprochons maintenant à pas rapide d'un stade de développement de la production dans lequel l'existence de ces classes a non seulement cessé d'être une nécessité, mais devient un obstacle positif à la production. Ces classes tomberont aussi inévitablement avec elles. La société, qui réorganisera la production sur la base d'une association libre et égalitaire des producteurs, relèguera toute la machine de l'État là où sera dorénavant sa place, au musée des Antiquités, à côté du rouet et de la hache de bronze. Engels. Ce qui dépend de moi pour Épictète. Mon pouvoir d'accomplir des actes est très limité, par les lois de la nature ou les lois juridiques. Quant à mon pouvoir de faire réussir mes actions, il est quasiment nul, puisque cela dépend du concours du reste du monde, ou encore de la chance. En y réfléchissant bien, je ne suis absolument pas certain d'être encore vivant demain ou tout à l'heure. Tant de choses peuvent arriver. En revanche, il est une chose qui ne dépend que de moi et sur laquelle j'ai un pouvoir absolu. C'est ma volonté. Moi seul décide de ce que je veux faire. Par exemple, si je ne veux pas aller à un endroit, on peut m'y contraindre par la force, mais on n'aura pas pu changer ma volonté. Je découvre par cette réflexion que je possède, comme chaque homme, une volonté absolument libre, ou encore un libre arbitre, comme disent les philosophes. Je dispose donc d'un domaine de pouvoir et de liberté qui est tout intérieur à moi-même. Le secret du bonheur. À partir de ce constat, je peux raisonner de la façon suivante. Certes, je n'ai pas le pouvoir de faire tout ce que je veux, mais je peux choisir librement ce que je veux. Donc, je peux ne vouloir faire que ce que je peux faire, ou ce que je suis en train de faire. En bref, je peux limiter ma volonté à mon pouvoir. Dès lors, je fais exactement ce que je veux. Donc, selon la définition, je suis libre, pleinement. La liberté intérieure de ma volonté assure, si j'en use bien, la liberté extérieure de tout mon être. Je peux raisonner de même au sujet de ce que je possède. Je n'ai apparemment pas tout ce que je veux, et j'en suis malheureux. Mais je peux ne vouloir que ce que j'ai. Dès lors, je fais tout ce que je veux. Donc, je suis heureux. Voilà donc le secret du bonheur et de la liberté. Il réside en peu de choses, savoir bien user de ma volonté, ne vouloir que ce que j'ai et que ce qui m'arrive, autrement dit, ne pas désirer ce qui excède mon pouvoir. Aimer son destin. Néanmoins, comment parvenir à maîtriser complètement mes désirs? Ma volonté est-elle toujours assez puissante? Là encore, une juste vision des choses, c'est-à-dire une bonne connaissance métaphysique du réel, peut nous aider. Les stoïciens affirment que tout ce qui arrive est nécessaire. Rien ne pouvait arriver autrement. En effet,
Chaque événement est le fruit d'une longue série de causes, et la relation de la cause à l'effet est nécessaire. Un autre effet ne peut pas naître d'une même cause. Il ne sert donc à rien de désirer autre chose que ce qui advient, ou de se révolter contre ce qui est, car tout est nécessaire. Cette conception métaphysique juste de la nécessité qui règne dans toutes les choses du monde contribue à annuler mes désirs. Tel est le principe, admettre ce qui nous arrive comme inéluctable, pour ne plus s'en affliger. Mais pour les stoïciens, les hommes sont comme des enfants ou des fous, puisqu'ils désirent sans cesse autre chose que ce qui est, et se rendent par eux-mêmes malheureux. Épictète écrit « Il ne faut pas demander que les événements arrivent comme tu le veux, mais il faut les vouloir comme ils arrivent. Ainsi ta vie sera heureuse. » Pensée 8. C'est l'amour du destin, l'amor fati, auquel il faut parvenir pour être sage.